Bonjour. Alors effectivement, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour accompagner des startups dans la fin de leur vie en tant que start-up, c'est-à-dire au moment où elles ont déjà bien grandi. Alors ces mesures sont bien, mais sont relativement insuffisantes, et je voudrais vous dire pourquoi. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler ce qu'est une start-up. Une start-up, c'est une société un peu par définition qui démarre, qui part d'une page blanche, qui est donc idéale pour innover à partir du moment où elle n'a pas d'historique sur lequel elle doit s'appuyer, et donc elle peut partir vraiment sur des nouvelles bases pour développer des nouveaux produits. Mais ce faisant, elle ne dispose pas de ressources financières pour se financer, donc elle doit trouver de l'argent à l'extérieur. Ce n'est pas la vente de produits précédents qui peut l'aider à investir pour innover. Et cet argent, elle le trouve non pas auprès de banques, parce que des banques qui prêtent de l'argent ont besoin d'être remboursées de façon relativement certaine, mais elle le trouve auprès de gens qui sont prêts à prendre un certain risque et à couvrir ce risque finalement en prenant part au capital de la start-up. Elles vont récupérer leur argent avec une plus-value au moment où elles seront en mesure de céder leur part dans la start-up dans laquelle elles ont investi. Alors des start-up, on en trouve aussi à plusieurs stades de développement, essentiellement 3 stades pour simplifier. Le tout premier stade, c'est ce qu'on va appeler le stade de l'amorçage, au moment où la start-up est en train de développer vraiment son produit. Donc elle n'a évidemment pas de produit, pas de clients. Dans un deuxième stade, elle va effectivement chercher des premiers clients pour valider le fait que le produit qu'elle a développé fonctionne, qu'il y a un marché qui existe et qu'elle peut commencer à générer un certain nombre de revenus. Et enfin, dans un troisième stade, fort de ses premiers clients, elle va essayer de généraliser effectivement son produit pour vendre dans des volumes plus importants et donc continuer à croître de façon importante et enfin à devenir rentable. Et donc c'est sur ce dernier segment que les annonces récentes ont été faites, avec l'idée d'investir 2 milliards d'euros prélevés sur de l'assurance vie typiquement, de l'épargne donc des ménages, pour financer les derniers stades de développement des startups avant qu'elles deviennent définitivement rentables et qu'on puisse en mesurer le succès. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il souhaitait la création de fonds importants capables d'investir typiquement des tickets de 100 millions d'euros dans ces sociétés-là. Alors effectivement, il y a déjà une petite dizaine d'années, le gouvernement avait agi au stade le plus amont, au stade de l'amorçage, avec un programme qui s'appelle le Fonds national d'amorçage, et avait injecté pas mal d'argent pour les sociétés qui étaient au tout début de leur vie, et ce qui a effectivement bien fonctionné. On a vu beaucoup de nouvelles startups émerger depuis effectivement les années 2012-2013. Maintenant, il faut voir que au moment où on cède les sociétés, au moment où on arrive à les valoriser, aujourd'hui, la valeur médiane des sociétés s'établit un peu en dessous de 30 millions d'euros. Et donc, dire qu'il y a une défaillance de marché qui conduit à aller investir des tickets de 100 millions d'euros, on voit que ça va s'intéresser finalement à très très peu de sociétés. Et donc c'est en ça que je trouve un petit peu dommage de mettre aujourd'hui l'accent simplement sur les stades ultimes de développement des sociétés, alors qu'avant on a mis l'accent sur le stade de démarrage. Et donc il y a tout un point intermédiaire qui aujourd'hui finalement n'est pas bien servi et qui mériterait également d'avoir plus d'attention. La mobilisation des acteurs investisseurs institutionnels est essentielle dans notre métier, dans notre écosystème, parce que l'État ne peut pas tout faire, et donc fort de l'épargne des ménages, qui est considérable en France, qui est placée dans un certain nombre de produits qui sont gérés par des acteurs privés, il est important que ces acteurs privés puissent investir dans l'écosystème au travers de fonds de capital innovation qui financent des startups, comme on le fait avec notre société Innovacom. Donc aujourd'hui, il est vrai que ces acteurs n'investissent pas suffisamment dans notre écosystème. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que suite à la crise des années 2008, la réglementation a fortement évolué pour essayer de limiter le risque et a classé cette classe d'actifs, l'investissement dans les startups, comme étant une classe d'actifs risquée, ce qu'elle n'est pas en fait. Quand on travaille correctement, on est capable de mitiger, de limiter ce risque, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, un acteur institutionnel qui veut investir sur cette classe d'actifs est obligé de mobiliser beaucoup plus de fonds propres pour se couvrir, et donc il est incité finalement à ne pas y aller et à investir plutôt ailleurs.
C'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi par manque de connaissances, par manque d'habitude, et je dirais, si je voulais être un peu provocateur, par paresse en fait. C'est vrai que cela demande un travail un petit peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire, mais que j'estime aujourd'hui absolument essentiel, puisque c'est en finançant l'économie réelle, dans des projets innovants, que l'on va être capable de mieux préparer notre avenir. Dernier point, quand on regarde les statistiques, il est vrai qu'on peut, dans certains cas, estimer que la performance de cette classe d'actifs est moins bonne que celle de certains autres, notamment quand on investit dans des sociétés déjà rentables, où il s'agit finalement juste de financer de la croissance additionnelle plutôt qu'une croissance partant de zéro. Et là, effectivement, on a un travail à faire, puisque finalement c'est essentiellement sur cette partie-là que l'on peut peser. Le premier point, qui est la réglementation européenne, voire mondiale, est assez difficile à bouger. Les habitudes, qui était mon deuxième point, elles sont aussi difficiles, ou en tout cas lentes à changer. Par contre, travailler aujourd'hui sur un écosystème permettant d'avoir de la performance de façon régulière dans les startups dans lesquelles on investit, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons tous agir. Et il y a plusieurs façons d'agir, mais il faut le faire de façon collective. L'une des premières façons, c'est évidemment d'attirer plus d'entrepreneurs, d'avoir plus de projets à financer et donc du coup plus de meilleurs projets. Et donc avec tout le mouvement qui a lieu depuis quelques années, on a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, donc ça c'est déjà une excellente chose. Ensuite, il y a des sociétés comme la nôtre qui accompagnent ces sociétés, ces startups pendant un certain temps. Et donc plus on aura de gens qui ont aussi la volonté et la capacité à accompagner ces startups, plus on aura des projets qui vont réussir, plus on va générer de la performance. Et enfin, au bout, ces startups, comme je l'ai dit au début, à un moment donné, il faut qu'on soit capable finalement de les revendre. Et ça, on peut les revendre à des grosses sociétés, à des grands industriels bien établis. Et là aussi, il faut réussir à les intéresser. Il faut aussi qu'ils s'acculturent au sujet de la start-up et de l'innovation externe. Et là, c'est encore un travail à la fois de communication et de persuasion qu'il faut faire. Et donc, je voudrais juste insister sur le fait qu'on a un écosystème complet. C'est difficile d'agir uniquement sur un seul des éléments de cet écosystème. Il faut avoir une vue globale du problème, et c'est un travail collectif que nous devons et que nous pouvons, je pense, tous mener avec succès en France. Alors le programme French Tech 120 qui a été annoncé dans la continuité du Next 40 au mois de septembre est un programme qui vise à mettre en avant donc 120 et 40 sociétés, notamment pour leur faciliter l'accès à un certain nombre de démarches administratives et à les rendre finalement plus visibles, à la fois au niveau des administrations mais plus globalement dans l'écosystème. Alors c'est un bon point. Évidemment, tout ce qui permet de communiquer autour de notre écosystème, autour des startups, autour de l'innovation est une bonne chose. Ça crée une culture, ça donne envie, ça va donner envie aux gens d'investir, et donc c'est un point extrêmement positif. Je voudrais juste signaler qu'il y a à peu près 2000 startups en France, 2000-2500, ça dépend comment on compte, il s'en crée plusieurs centaines chaque année, et donc il ne faut pas oublier les autres. Le principe de l'innovation, c'est effectivement le foisonnement, on ne sait jamais finalement ce qui va réussir, ce qui ne va pas réussir. Et donc ce qui est absolument important, qu'il ne faut pas oublier, c'est de donner des chances égales, ou à peu près égales à tout le monde, pour que les meilleurs projets puissent émerger. Et c'est pas au début des projets finalement que l'on voit si elles vont avoir du succès, c'est surtout en les accompagnant dans la durée et à la fin. Donc très bien de communiquer sur les quelques pépites qu'on a identifiées à un moment donné. N'oublions pas l'ensemble des startups. Elles sont toutes des pépites potentielles et elles méritent toutes notre attention et notre accompagnement.